Oui. Alors, nous avons à ma droite Manon Polic, journaliste, jeune maman de 2 enfants, qui va témoigner de sa propre dépression du postpartum et de ce qu'elle a mis en place pour l'éviter après la naissance de son 2e enfant. À côté, Lucie Joly, vous êtes pédopsychiatre. Comment ? Je suis psychiatre. Ah, psychiatre. Et vous avez beaucoup travaillé sur ce qui se passe dans le cerveau des mamans, avant et après la naissance, en disant qu'on recueille des données extrêmement précieuses pour le repérage, la prévention de la dépression postpartum. À côté de vous, Camille Lajarige, sage-femme, au calme, maman de 3 enfants, et vous nous parlerez de l'accompagnement global et du privilège qu'ont les sages-femmes pour accompagner et repérer les mamans en détresse. Et à ma gauche, Claude Didier-Jean Jouveau. Vous avez été présidente de la Lecce League France dans les années 90, vous y intervenez toujours. Et vous éditez le magazine Allaiter aujourd'hui. Et je crois que c'est vous qui allez, non, c'est Manon qui va démarrer. Voilà. Donc Manon, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, au 1. Vous êtes la maman de Swan et Alba. C'est ça. Et vous avez vécu après Swan assez tardivement une dépression du postpartum. Je crois qu'il y avait 9 mois quand ça a démarré. Oui, alors j'ai vérifié en fait dans mon dossier. En fait, ça a été détecté à 6 mois, quand mon fils avait 6 mois. En fait. Ouais. Voilà. Et on vous remercie beaucoup d'être là pour nous raconter comment vous avez vécu cette dépression, ce que vous en comprenez maintenant, et puis aussi ce que vous avez mis en place pour éviter que ça se reproduise après la naissance de votre fille. Oui, moi je vais essayer d'avoir un discours qui ait un sens. Oui, effectivement, donc j'ai accouché de mon fils, donc de mon aîné, il y a presque 4 ans. J'avais très très envie d'être maman depuis toujours, donc j'avais pas du tout de crainte vis-à-vis de la maternité. C'était très naturel pour moi de m'occuper d'un bébé. Donc je l'ai pas vu venir, cette dépression du postpartum, je l'ai pas du tout vu venir. C'est mon compagnon qui, justement, vers les 6 mois de mon fils, m'a dit, après que j'ai fait une attaque de panique dans le métro, tout était trop fort, je commençais à sentir que tout était trop fort autour de moi depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le son, la lumière, voilà, je commençais à pas être très bien, à sentir un élan vital me quitter. Alors moi j'ai pas du tout, j'ai toujours j'ai toujours voulu m'occuper de mon enfant, ça il n'y a pas eu de coupure avec lui du tout. Par contre je voyais plus tellement l'horizon quoi. J'avais tellement envie d'être maman qu'en fait voilà, maintenant que c'était fait, j'avais l'impression que n'y avait plus rien derrière. Voilà. Donc je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a dit tout simplement petite dépression, on va prendre des médicaments, ça va, on va voir ce que ça donne. Les médicaments m'ont fait du bien immédiatement, donc ça a été un soulagement au bout de même quelques jours. Donc je suis restée sous antidépresseurs 2 hivers d'affilée. J'arrêtais quand la lumière revenait au printemps, et puis en octobre je sentais que j'avais besoin de nouveau. Voilà, et je pense que la raison pour laquelle je n'en ai pas repris le 3e hiver, c'est que je suis tombée enceinte. En fait, j'avais ce projet d'un 2e enfant, il est arrivé un peu par surprise, mais voilà, donc je pense que comme ce projet commençait à se concrétiser dans ma tête, j'ai pas eu besoin de reprendre les antidépresseurs. Une fois enceinte, j'ai senti le moral redescendre, enceinte de ma fille donc, redescendre très fort. J'ai eu une 2e grossesse très très difficile physiquement, j'ai été arrêtée assez tôt, je ne pouvais pas faire grand chose. Et donc là j'ai eu peur parce que je me suis dit non, je ne vais pas retourner dedans, on ne va pas m'en retaper une 2e. Donc j'ai essayé de mettre plein de choses en place pour l'éviter. Peut-être que je peux préciser quand même que on s'est rencontré avec Chantal récemment, voilà, parce que j'essaye de comprendre tout ce qui m'est arrivé aussi. Donc j'ai appelé Chantal pour en parler, et on a discuté de la place de la grand-mère, et ça m'a fait beaucoup écho à mon histoire, parce que
En fait, quand j'ai annoncé ma première grossesse à ma mère, j'ai vu quelque chose avait vrillé dans son regard. Et en fait, elle s'est effondrée, quoi. Enfin, elle ne s'est pas effondrée devant moi, elle s'est effondrée progressivement jusqu'à finir en hôpital psychiatrique et se séparer de mon père. Ça s'est fait sur plusieurs années. Donc voilà, ma mère a pas tellement... Enfin si, elle a été là, mais sans être là. En fait, j'ai eu l'impression de perdre ma mère au moment où j'ai eu mon fils. Voilà. Et donc au moment où je suis tombée enceinte d'Alba, c'était toujours compliqué pour ma maman. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de mettre vraiment beaucoup de choses en place pour ne pas m'effondrer une fois que l'accouchement serait passé. Donc parmi les choses que j'ai mis en place, j'ai tout simplement continué ma thérapie. J'ai continué ma thérapie enceinte en incluant aussi Alba dans cette thérapie. Donc ma psychologue a été la première à connaître le prénom de ma fille, puisqu'elle lui parlait, elle lui expliquait que je traversais des émotions. Voilà, donc déjà ça m'a soulagée dans un premier temps. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre en place? J'ai prévenu tout le monde. J'ai prévenu les sages-femmes de Trousseau, j'ai prévenu mon compagnon, j'ai prévenu ensuite la pédiatre de mes enfants, parce qu'en fait il n'y avait plus qu'elle que j'allais voir. La sage-femme, au bout d'un moment, elle disparaît dans notre parcours. Donc voilà, j'ai prévenu tout ce monde-là pour être sûre que personne ne louperait si jamais moi je ne le voyais pas arriver. Et puis j'ai essayé de préparer aussi psychologiquement et puis matériellement mon accouchement mieux que le premier, en m'achetant par exemple, ça va vous paraître peut-être bête, mais je me suis acheté des produits de soins hors de prix pour aller à la maternité, pour essayer de me mettre dans cet esprit de prendre soin de moi, voilà, ne jamais l'oublier. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai écrit aussi à mes enfants beaucoup pendant ma grossesse d'Alba. J'ai beaucoup écrit. Je leur ai écrit une sorte de livre. Je suis en train de leur écrire une sorte de livre. J'avais besoin d'être dans une forme de créativité en fait pour reprendre un peu le contrôle sur ce qui pourrait arriver. Et dernière chose, j'ai eu la chance d'allaiter, d'avoir beaucoup de lait pour Alba, d'en avoir toujours. Et donc j'ai donné mon lait à Necker, je continue de le donner. Et ça m'a aussi mise dans une forme d'action. En fait, j'ai eu le sentiment que j'avais l'impression de faire quelque chose d'utile. Bon, tout ça réuni, je vais hyper bien aujourd'hui. J'ai pas le souvenir d'avoir été aussi bien dans ma vie que maintenant. Donc je me dis que ça a peut-être marché. Ma fille a 6 mois, donc quand mon fils a eu 6 mois, je me suis un peu effondrée. Donc là, je guette, mais rien ne se passe. Donc voilà. Merci beaucoup, Manon. Alors à votre droite, Lucie Joly, j'avais l'impression de regarder dans votre cerveau ce que vous compreniez des propos de Manon en disant il a dû se passer ça et ça et ça dans son cerveau. Vous êtes donc spécialiste en psychiatrie périnatale, qui est une discipline donc centrée sur la prise en charge de la maman et du nourrisson. Et puis vous êtes co-autrice de Dans le cerveau des mamans et aussi de la dépression au féminin. Et donc, comme je disais tout à l'heure, vous avez étudié les changements qui se produisent dans le cerveau maternel. Alors, avec ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce qui se passe là? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la grossesse, le postpartum, c'est une période qui est toute particulière dans la vie d'une femme. Il y a des bouleversements morphologiques, mais aussi cérébraux. Et ça, on en parle très peu. Mais en fait, il va y avoir des modifications cérébrales qui vont apparaître très tôt, dès le début de la grossesse, sous l'influence des hormones comme les oestrogènes et la progestérone, et qui vont finalement être indispensables pour la mère pour se préparer à répondre aux besoins du nouveau-né. Et c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité périnatale. Toutes ces réorganisations, ces nouvelles connexions qui vont se faire entre le lait et le ventre, ça avait déjà été montré pendant la période de l'adolescence, mais finalement pas pendant la période de la grossesse, et ça fait que 3-4 ans, on va dire qu'il y a vraiment cet intérêt
pour ce qui se passe en fait dans le cerveau des mères pendant cette période si particulière. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des zones qui vont s'activer, des zones spécifiques, des zones de l'empathie, de la cognition sociale, de la régulation émotionnelle, pour être un peu plus scientifique, qui vont intéresser l'insula, le cortex préfrontal. Et donc finalement, les mères, elles vont acquérir des nouvelles compétences. Et ça va à l'encontre de toutes les théories dont on parle dans le grand public de syndrome de neurolimite, où on perdrait finalement de l'acuité intellectuelle. Là, non, en fait, le cerveau, il va acquérir des nouvelles compétences, il va se surspécialiser et devenir un cerveau maternel. Et par exemple, les femmes vont mieux détecter sur le visage des gens leurs émotions. Elles vont être plus vigilantes aux pleurs du nouveau-né, entre guillemets, être plus empathiques. Donc ça, c'est assez fascinant, mais d'un autre côté, eh bien, le revers de la médaille, c'est qu'on va être plus vulnérable aux troubles anxieux et dépressifs. Et finalement, l'incidence des troubles psychiques, elle est assez effrayante. Et ça va à l'encontre de ce qu'on peut penser, parce qu'on se dit la période de la grossesse, c'est une période de pure félicité, une période d'euphorie. En fait, c'est pas toujours le cas. Et on l'a dit au début de cette session, le suicide maternel est quand même la première cause de mortalité dans l'année qui suit l'accouchement, qui veut dire une femme qui se suicide quand même toutes les 3 semaines avec des modes opératoires assez violents. Alors je suis désolée de le dire parce que ça plombe un peu l'enfance, mais ça montre aussi notre rôle d'améliorer la prévention, de préciser un peu notre repérage de ces femmes qui ont des facteurs de risque ou non, mais qui sont en souffrance et améliorer nos prises en charge. Alors je reviens sur les neurosciences périnatales. Ces modifications cérébrales, eh bien, elles vont être assez importantes. On sait, par exemple, 5 à 15% du volume de matière grise va diminuer pendant la période de la grossesse. C'est assez impressionnant et généralement, ces modifications cérébrales, eh bien, elles se rétablissent 6 mois à 3 ans, ça dépend selon certaines études scientifiques, après l'accouchement. Donc finalement, c'est un postpartum qui durait plutôt 3 ans que quelques mois. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant vis-à-vis des patientes qui sont en fragilité, parce que en fait, moi par exemple, très souvent, je vois des patientes qui sont enceintes de leur 2e enfant et qui n'ont pas été traitées de leur première dépression du postpartum. Donc voilà, il faut être vigilant pour cette période. Et ces modifications cérébrales, eh bien, il y en a qui vont persister à vie. Et c'est-à-dire qu'on va voir sur imagerie une femme qui a eu des enfants d'une femme qui n'en a pas eu, et voir le nombre de grossesses qu'elle a pu avoir. Donc ça vous montre en fait que la grossesse, eh bien, elle emprunte le cerveau à vie. Et donc c'est tout le champ des neurosciences périnatales. Je reviens un petit peu sur la clinique de la dépression du postpartum. Cette clinique, elle est quand même toute particulière. Alors, pour vous rappeler la définition, c'est un épisode dépressif caractérisé qui intervient dans l'année qui suit l'accouchement. Il faut que les symptômes perdurent plus de 15 jours et qu'il y ait une véritable altération du fonctionnement du quotidien, professionnel, etc. À différencier du baby blues, qui lui est un moment transitoire, physiologique, qui va toucher entre 60 à 80% des femmes après l'accouchement, entre J2 et J5 avec un pic à J3, et qui est lié aux remaniements hormonaux. La femme va se sentir plus sensible, plus hypersensible, elle va pleurer plus facilement, elle va être plus anxieuse, mais c'est avec le soutien et l'écoute des soignants, de la famille, voilà, ça va passer. Par contre, si les symptômes s'intensifient, ils perdurent plus de 15 jours, à ce moment-là, on dira, est-ce que c'est pas une dépression du postpartum? Et donc cette clinique, elle est particulière, il va y avoir des spécificités. Il va y avoir en plus de phobie d'impulsion, par exemple, c'est la peur de faire du mal, donc la peur de faire du mal à son bébé. Typiquement, c'est une femme qui va s'approcher de la fenêtre et avoir peur de jeter son bébé par la fenêtre. Et ça, c'est des idées qui sont assez effrayantes et que les femmes s'autorisent très peu à verbaliser, alors que c'est vraiment très fréquent. Donc il ne faut pas hésiter à
poser la question et rassurer ces femmes, parce qu'il n'y a jamais de passage à l'acte, ça fait vraiment partie des troubles anxieux. Voilà. Et il y a aussi beaucoup de culpabilité, de doute sur ses compétences maternelles. Et moi, je voulais insister là-dessus parce qu'en fait, pendant très longtemps, on a inclus les hommes dans les essais cliniques, et en fait, en pensant que les variations hormonales allaient biaiser les résultats. Et donc, il faut qu'on change un peu notre vision de la médecine. Il faut qu'on ait une approche plus personnalisée et qu'on insiste sur la recherche, parce que la clinique chez la femme, c'est pas la même clinique que chez l'homme. La dépression du postpartum, c'est pas la même que la dépression préménopausique ou pendant l'adolescence. Et la dépression du postpartum, elle n'est pas identifiée comme dans les classifications internationales. Et donc ça, je pense qu'il faut qu'on change un peu les choses pour pouvoir mieux prendre en charge et mieux repérer. Un message que je voulais transmettre aujourd'hui, c'est que pour ça, ça passe peut-être par une meilleure formation. Et on le disait, des sages-femmes qui sont pour moi le premier rempart face à ces femmes qui sont en souffrance. Et malheureusement, cette formation en école de maïeutique, elle est très inégale sur le territoire. Et ça, je pense qu'il faudrait peut-être uniformiser cette formation pour pouvoir améliorer les choses. Merci Lucie. Moi j'avais une question par rapport à cette découverte des neurosciences. Est-ce que ça promet aussi la possibilité de nouveaux traitements hormonaux, chimiques? Exactement. En comprenant mieux ce qui se passe dans le cerveau des mères, ça nous permet de proposer des nouveaux traitements, des traitements qui vont agir sur des récepteurs spécifiques, et notamment par exemple les récepteurs GABA aux États-Unis. Il y a des nouveaux traitements qui sont mis en place, c'est des neurostéroïdes qui vont avoir une action antidépressive d'action rapide. En 3 jours, on voit une amélioration des symptômes dans la dépression du postpartum. Donc les recherches avancent. Nous, malheureusement, en France, on n'aura pas ce type de traitement, mais on travaille sur des molécules apparentées, comme la kétamine, par exemple, pour traiter les dépressions postpartum sévères. Et ce serait prêt à quelle échéance? Bon, merci beaucoup. Merci. À ma gauche, Claude Didier Jean Jouveau. Vous aviez alors, Claude, vous êtes animatrice de la Leche X France, que vous avez présidée dans les années 90. Vous éditez donc le magazine Allaiter aujourd'hui, et vous avez écrit une quinzaine d'ouvrages sur la naissance et le maternage, dont par exemple un petit guide de l'allaitement pour la mère qui travaille, ou le cododo pourquoi et comment. Et Chantal m'a dit de vous à plusieurs reprises que vous étiez à l'origine de plus de la moitié de tout ce qu'elle savait sur l'allaitement. Vous êtes donc une pointure de l'allaitement. Et votre propos est de montrer le lien entre l'allaitement et la dépression du postpartum, avec l'idée que l'allaitement a une vertu protectrice. C'est bon là? Oui. Ok. Donc, effectivement, qu'est-ce qui fait le lit de la dépression du postpartum? On a déjà abordé pas mal de sujets là-dessus, mais je voulais insister sur une chose. Quand on lit des témoignages, je pense par exemple au livre Tremblement de mer, que certaines peut-être connaissent, qui sont une douzaine de témoignages sur la difficulté maternelle, pas seulement la dépression du postpartum, plus grosso modo la difficulté maternelle. On s'aperçoit que très 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 souvent, je pense que sur la douzaine de témoignages par exemple qu'il y a dans ce livre, il y en a au moins 10 qui décrivent des accouchements vraiment traumatiques, vraiment traumatiques. Souvent aussi des débuts d'allaitement traumatiques aussi, des échecs, des trucs chaotiques en matière d'allaitement. Donc je pense que tout ça peut faire le lit d'une difficulté maternelle. Mais en quoi, du coup, l'allaitement pourrait-il être une prévention du risque de dépression? Alors, je vous ai mis 2 études. Donc cette étude-là qui a été faite sur plus de 4000 nouvelles mères en Norvège, qui ont été interrogées après l'accouchement.
pour chercher à savoir combien d'entre elles connaissaient des problèmes de sommeil en postpartum, et éventuellement de la dépression, ainsi que les facteurs de risque, identifier les facteurs de risque. On sait qu'effectivement, il y a un lien quand même entre les problèmes de sommeil et le risque de dépression. Donc elle a trouvé qu'il y avait presque 60% de mères qui souffraient de problèmes de sommeil en postpartum et 16,5% de dépression. C'est à peu près toujours les mêmes chiffres qu'on retrouve entre 17 et 20%. Et parmi les facteurs de risque qui ont été identifiés, il y avait une dépression antérieure, des problèmes de sommeil antérieurs, le fait d'être mis de part et le fait de ne pas allaiter exclusivement. Ça c'était les facteurs de risque qui ont été identifiés dans cette étude. Donc je vous ai mis les références de l'étude. Donc ça c'est une autre étude. Dans cette autre étude, les femmes qui allaitaient à 2 et 4 mois étaient moins susceptibles d'être diagnostiquées comme souffrant d'éducation du postpartum à 4 mois. Et il se trouve que hier même, je suis tombée sur un article qui est paru dans les dossiers d'allaitement en janvier, un article très complet sur la dépression du postpartum et l'allaitement, et qui parle de 2 autres études, enfin pas des études, des méta-analyses. Vous savez que les méta-analyses, c'est quand même un peu ce qui est le mieux, le must en matière d'études, parce que ça regroupe tout un tas d'études, ce qui fait que ça porte sur une population beaucoup plus importante. Donc la première méta-analyse a identifié que le risque de dépression du postpartum était plus élevé de 89% chez les femmes qui n'allaitaient pas exclusivement. Et il y en a une autre méta-analyse qui portait sur 18 570 femmes, donc un nombre quand même très important. Et là, le taux de dépression du postpartum était plus bas de 53% chez les femmes qui avaient allaité exclusivement par rapport à celles qui n'avaient pas allaité. Donc, comment on peut expliquer que l'allaitement pourrait être préventif? Donc là, j'ai cité un certain nombre de choses qui peuvent expliquer ça. Il y a un meilleur sommeil, alors là c'est un peu contre-intuitif, on a plutôt l'impression que quand on allaite, on a un moins bon sommeil. En fait, c'est faux. Parce qu'en fait, toutes les études que je connais montrent que c'est à peu près kiff-kiff au niveau de la durée de sommeil entre les femmes qui allaitent et celles qui n'allaitent pas. Mais la différence, c'est la durée de sommeil profond. Et le sommeil profond, comme vous le savez sans doute, c'est ça, ce sommeil qui est réparateur. Et en fait, il y a une énorme différence, je ne peux pas vous détailler ça ici, mais je vous invite à aller voir par exemple, on a tout un dossier sur le site de l'Excelic sur les nuits et le sommeil des bébés allaités, et on a des graphiques sur le pourcentage, la part de sommeil profond chez les femmes qui allaitent, qui est beaucoup plus important que chez les femmes qui n'allaitent pas, et qui est même plus important que chez les femmes qui ne sont pas enceintes, qui n'ont pas d'enfant. Donc ça peut expliquer vraiment un effet préventif. Vous avez au niveau des hormones, vous avez l'ocytocine évidemment, qui est une des principales hormones en jeu dans l'allaitement, et on sait que le taux d'ocytocine est inversement corrélé au score d'anxiété des mères. Vous avez aussi la prolactine, qui est souvent la deuxième hormone importante dans l'allaitement. Et on a montré dans une étude, en tous les cas, qu'une diminution du taux de prolactine est un indicatif précis de la dépression. En fait, il semble que c'est tout le climat hormonal spécifique à la lactation qui contribue donc à un meilleur état psychologique et émotionnel maternel. En plus, encore un autre effet, le fait d'allaiter, on sait que ça diminue le stress et les réponses et les réactions inflammatoires qui souvent aussi on a fait un lien entre l'inflammation et la dépression. Voilà. En plus, un vécu positif de l'alimentation infantile est très important pour le bien-être maternel, tout particulièrement après un accouchement qui a été traumatique. C'est une espèce de réparation. Il n'est pas nécessaire que ça se passe de façon idyllique. Même le fait de simplement avoir réussi à surmonter les difficultés de l'allaitement
permet à la femme de se retrouver dans un état de contrôle, enfin de maîtrise de son corps, de sa vie, et ça lui donne une grande confiance en elle qui éventuellement, effectivement, peut éviter qu'elle tombe en dépression. Et malheureusement, ça je l'ai souvent remarqué, quand une femme se trouve en dépression et qu'elle allait, très souvent, les professionnels de santé la première chose qu'on va lui dire, c'est arrêter d'allaiter. Et je sais que, bon, par exemple, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tous les cas, il y a quelques années, c'était le cas à l'unité de maternologie à Saint-Cyr-l'École, où effectivement, ils accueillaient une mère avec son bébé parce qu'elle était en dépression. La première chose, si elle allaitait, c'était qu'il fallait qu'elle arrête d'allaiter. Alors que ça aurait, au contraire, pu éventuellement lui faire du bien, même à elle, en dehors du bien au bébé. Ouais. Donc, comment en sortir? Donc, déjà, reconnaître cette difficulté, là, on en a parlé déjà beaucoup de fois, arriver à en parler, notamment avec d'autres personnes qui peuvent comprendre, et accepter de se faire aider. Alors, il y a le problème des antidépresseurs. Pendant longtemps, on a considéré que prendre des antidépresseurs, c'était incompatible avec le fait d'allaiter. On sait maintenant qu'il y a pas mal d'antidépresseurs qui sont tout à fait compatibles avec l'allaitement. Je vous invite à aller voir sur le site du CRAT, où il y a une liste d'antidépresseurs qu'on peut prendre en allaitant. Et puis bon, il y a d'autres choses qui peuvent être utiles, donc l'exercice physique, la luminothérapie, le millepertuis, etc. Et en fait, je pense, là aussi, on est plusieurs à en avoir parlé, je pense que ce qui est très très important, c'est de ne pas être seul, d'avoir tout un réseau autour de soi, que ce soit de la famille, dans les grands-mères, mais pas seulement, ça peut être une sœur, une cousine, ça peut être une voisine, une amie. Moi, je parle toujours beaucoup des alloparents, qui sont toutes les personnes qui peuvent être amenées à donner des soins au bébé en dehors de la mère. Et en fait, à mon avis, c'est le secret de la prévention de la dépression du postpartum, c'est effectivement d'avoir ce réseau d'alloparents. Malheureusement, quand on est enceinte, surtout d'un premier, au deuxième, on sait. Mais pour le premier, en général, on ne se rend pas compte qu'on va avoir ce besoin-là, alors que c'est pendant la grossesse qu'on devrait essayer de créer ce réseau. Voilà. À la lumière de ce que vous dites, on comprend le rôle essentiel des sages-femmes à la maternité au moment de la mise au sein, quand elles repèrent une maman fragile, insécure, de l'encourager et de l'aider, de lui montrer. Pour que ça ne reste pas bien. Merci beaucoup. Alors, transition parfaite pour donner la parole à Camille Lajariche, qui est debout avec son troisième enfant, la petite Joséphine, sage comme une image. Camille, vous êtes sage-femme, coordinatrice des sages-femmes au Calme, maison de santé exemplaire, maison de naissance exemplaire. Vous êtes actuellement en congé maternité. Vous êtes une adepte de l'accompagnement global. Je pense que beaucoup dans la salle savent ce que ça veut dire l'accompagnement global, mais certains ne savent pas. Et ce serait chouette d'expliquer en quoi ça consiste et en quoi les sages-femmes ont vraiment une position très privilégiée, parce qu'elles ont une relation longue, une relation de confiance avec les femmes pour repérer, pour diagnostiquer, pour accompagner la dépression du postpartum. Merci beaucoup. Donc en effet, oui, je suis en congé maternité, donc mon cerveau est encore un peu en bougie. Désolée si je cafouille déjà de base. Donc en effet, je travaille au Calme, donc une maison de naissance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une structure qui est gérée que par des sages-femmes. On est libéral, on est toujours adossé à une maternité pour gérer, si besoin, d'éventuels transferts pendant la grossesse ou l'accouchement. Et on pratique ce qu'on appelle l'accompagnement global, ça veut dire qu'il y a une sage-femme référente du couple pendant toute la grossesse, qui sera d'astreinte pour la naissance, et on continue à accompagner les couples du coup au minimum pendant 2 mois en postpartum, en sachant que si on dépiste des difficultés, ça peut parfois se poursuivre un peu plus longtemps
le temps que le relais soit pris de manière efficiente par d'autres professionnels. Notre but, c'est pas du tout de prendre en charge la dépression du postpartum, parce qu'en tant que sage-femme, on n'est pas complètement apte à faire ça, mais c'est de pouvoir dépister et orienter le mieux possible. Pour les naissances, on accompagne les naissances physiologiques, qui je pense aussi par rapport à l'allaitement, qui a un rôle dans la dépression, je pense que la naissance physiologique peut aussi prévenir par le jeu hormonal qui se joue au moment de l'accouchement des difficultés maternelles et des dépressions par la suite. Et malheureusement, en tout cas dans le système actuel de périnatalité, avec énormément de naissances à l'hôpital, de plus en plus de femmes qui sont déclenchées, de plus en plus d'hormones qui sont utilisées, notamment au niveau de l'ocytocine, dont on parlait de la prolactine et de l'ocytocine pendant l'allaitement, mais de l'ocytocine pendant le travail. Il faut savoir que l'ocytocine naturelle passe la barrière cérébrale et va pouvoir avoir des effets au niveau cérébral, ce qui n'est pas le cas de l'ocytocine de synthèse, l'oxytocine, et qui du coup empêche ce jeu hormonal au moment de l'accouchement, qui peut favoriser les liens d'attachement, faciliter les premiers jours suivant l'accouchement, faciliter la mise en place de l'allaitement notamment, et je pense que ça peut avoir un impact assez important, et c'est très peu connu. Tout ça, c'est pas du tout des choses que j'ai appris pendant mes études, en effet, par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure au niveau de l'accompagnement psychiatrique, de l'enseignement psychiatrique en école de sage-femme. On en a, plus ou moins en fonction des écoles, je pense plus ou moins efficient. Peut-être que les choses vont un peu s'améliorer maintenant qu'il va y avoir 6 ans d'études pour les études de sage-femme, et ça on verra par la suite. Et j'ai perdu le fil, mais vous parlez oui, par rapport à la physiologique. Par rapport à la physiologie, c'est quelque chose aussi que j'ai pas du tout appris pendant mes études. Il faut vraiment s'intéresser à ça après dans notre pratique professionnelle, parce qu'on nous apprend à être des sages-femmes hospitalières et on n'a pas le temps, comme ce que disait Chantal, la péridurale, c'est pas une demande d'une femme, c'est pour gérer une salle de naissance où on a 3 ou 4 femmes en travail en même temps. On apprend à travailler de cette manière-là et on oublie complètement la physiologie. Et dans la prévention de la dépression, le fait de connaître les femmes en anténatale, de les connaître à l'accouchement, de les connaître en postpartum, d'aller à domicile aussi en postpartum, parce que du coup, comme elle reste que, j'ai oublié de vous préciser ça, mais elle reste que 4 à 6 heures en général après l'accouchement à la maison de naissance, et on va les voir à domicile au moins 3 fois pendant la première semaine qui suit. Le domicile nous donne beaucoup d'informations sur l'état psychologique de la femme. Elles n'ont pas besoin de parler, on voit les choses. Donc ça simplifie aussi dans l'accompagnement. Comment vous les voyez les choses? Parfois on peut se dire on arrive dans une maison très très bien rangée. Moi personnellement ça m'inquiète, ça me fait un petit truc. Quand c'est trop bien rangé, il y a un truc qui va pas. Quand c'est aussi trop le bazar, ça peut être aussi quelque chose d'autre, mais on peut voir d'autres choses dans comment la femme investit l'espace, et c'est du feeling aussi, c'est vraiment du ressenti, donc c'est assez difficile à expliquer, mais c'est le fait de connaître aussi ces femmes avant, on voit comment ça se passe après, et ça aide vraiment, je trouve. Et quand vous les sentez en difficulté, qu'est-ce que vous attachez à leur transmettre? Alors, il y a plusieurs choses possibles. Donc, avec la maison de naissance, on a la chance aussi d'avoir une association d'usagers, de parents de la maison de naissance qui est très dynamique au calme, ce qui n'est pas le cas dans toutes les maisons de naissance. Il n'y en a déjà que 10 en France, donc c'est pas énorme. Mais du coup, il y a des groupes de parents sur différents thèmes au niveau de la parentalité qui permettent aux femmes de se voir après et de pouvoir limiter l'isolement, qui, je pense, est aussi un facteur de risque important, de pouvoir partager les différentes difficultés. Il y a des groupes WhatsApp qui sont très 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 actifs, où pareil, elles peuvent discuter de plein de choses. Et puis après, on a des liens avec différents professionnels, on a des liens pas mal avec le CEOPS, qui est la cellule d'évaluation et d'orientation en soins psychiatriques, et donc on les a rencontrés et on peut aussi les voir avec eux. Quand c'est des choses déjà en anténatal, on voit qu'il peut y avoir des difficultés, on peut aussi orienter vers des psychologues ou psychiatres, des femmes qui parfois ont déjà des connaissances de certains professionnels, on essaye de se mettre en relation.
Je suis sûre que vous, à titre individuel, avec votre sensibilité, vos connaissances, il y a aussi une posture que vous adoptez quand vous les sentez particulièrement en difficulté, que vous pourriez transmettre. Oui. Je pense que c'est des situations où, juste en tant que sage-femme, on n'est pas forcément apte à les prendre en charge, nous toutes seules, quand c'est vraiment compliqué. Et donc. Je pense pas que juste en tant que sage-femme ça suffise en fait, mais c'est vraiment de favoriser le plus possible à ce qu'il y ait du lien, qu'elle puisse être en lien pendant la grossesse, en postpartum, et soit avec des... Elle a dit que c'était une. Mais juste pour terminer, ça peut être... quand c'est des... Si on peut dire ça, on voit qu'il y a certaines fragilités sans que ça soit une difficulté, le fait de les englober dans la maison de naissance et dans tout le réseau qu'il peut y avoir autour, et de parents aussi, je pense que ça peut aider. Le soutien entre pères, entre père et aïe, c'est, je pense, aussi un très bon soutien pour prévenir certaines choses. Merci beaucoup, Camille, pour cet exercice de vie. Il était prévu une petite pause là, je ne sais pas si on a le temps. Oui, on est dans le temps. Et alors, juste, je voudrais vous dire un petit mot de ce qui va se passer ensuite. Chantal a une question. Oui. Madame Joly, vous m'aviez dit au téléphone que, et ce qui m'a paru complètement étrange, je voudrais que vous en disiez deux mots, que vous notiez des différences, des transformations justement dans le cerveau des grands-mères. Et ça m'a fait complètement scotché, parce que là, on n'a pas d'hormones, on a... Je ne sais pas si tout le monde a bien entendu la question au fond. La transformation dans le cerveau des grands-mères. Oui, en fait, les neurosciences périnatales, c'est un champ qui explose. Il y a eu des études qui ont été faites sur les grands-mères et qui ont montré, quand elles étaient vraiment premier rempart à s'occuper des nouveau-nés, à expérimenter les soins, eh bien, il y a aussi des zones qui vont s'activer, des zones qui ne sont pas, bien évidemment, sur le même mécanisme physiologique que ce qui se passe pendant la grossesse et sous l'influence des hormones, mais sur l'expérience en fait, des soins à la maternité. Ça a été montré aussi chez les couples qui adoptent. Et je rebondis aussi, parce que ça c'est une étude qu'on a sortie il n'y a pas très longtemps avec mon co-auteur Hugo Goldman. Il y a aussi des modifications cérébrales qui ont eu chez les pères. On en parle très peu, mais les coparents racontent quand même que la dépression paternelle touche entre 10 à 15% des pères, et qu'il y a aussi des mécanismes hormonaux dont on connaît encore peu les mécanismes, mais par exemple la diminution de testostérone qui aurait lieu pendant les 9 mois de la grossesse de leur conjoint pourrait être impliquée justement dans cette vulnérabilité psychique. Je voulais dire un truc par rapport aux pleurs des bébés. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un scientifique qui travaille à Saint-Étienne, qui est acousticien, et qui travaille avec son équipe depuis une quinzaine d'années sur les pleurs des bébés, la reconnaissance des pleurs des bébés. Et ce que vous avez dit sur les pères, ça m'a fait penser. Il a montré notamment que les pères peuvent reconnaître le pleur de leur bébé parmi, je sais pas, une vingtaine d'autres pleurs, à condition d'être en présence du bébé au moins 4 heures par jour. Donc c'est vraiment une question d'habituation. Et dans ce cas-là, et il dit aussi que les grands-parents peuvent reconnaître, pareil, le pleur de leur petit enfant, à condition effectivement d'être assez souvent avec lui. Et la dernière étude qu'il a faite, ça n'a rien à voir avec la dépression du postpartum, quoique je pense que les pleurs peuvent entraîner aussi une dépression, des fois chez certaines mères. Il a montré
que aussi bien ils ont fait le test avec des parents, des adultes, peut-être pas contre les parents d'ailleurs, et une intelligence artificielle, et aussi bien les adultes que l'intelligence artificielle étaient incapables de faire la différence entre un pleur de sommeil, un pleur de faim, etc. Donc toutes les soi-disant méthodes pour reconnaître la source des pleurs, c'est du pipeau. C'est vraiment du pipeau, ça fait dépenser de l'argent aux gens, c'est tout. Par contre, il a remarqué qu'il y avait une différence quand le bébé est en grande détresse ou grande douleur, le pleur est beaucoup plus fort. C'est la seule différence. Et ce qui montre aussi, c'est que chaque bébé a sa signature acoustique. Donc je vous invite à regarder, il vient de sortir un livre, il s'appelle Nicolas Mathevon, M-A-T-H-E-V-O-N. Je suis fan de ce type. Parce que voilà, ça confirme tellement de choses que je pensais depuis longtemps. Et ça s'appelle Comprendre son bébé, je crois, le livre. Je me conseille. Moi, j'avais juste un dernier petit focus sur les nouvelles recherches et nouvelles pistes assez fascinantes qui existent et qui vont avancer. Là, parce qu'on parle de transgénérationnel, c'est le microchimérisme fœtal. Le microchimérisme fœtal, c'est-à-dire que on a découvert que quand une femme est enceinte, eh bien, il va y avoir des cellules fœtales qui vont coloniser le cœur, les poumons, mais aussi le cerveau de la mère. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que lors d'une deuxième grossesse, finalement, eh bien, ce deuxième enfant, il aura les cellules du premier enfant. Donc il y a quelque chose de très de transgénérationnel qui a exploré, je trouve ça assez magique. Merci beaucoup pour vos apports à tous et toutes. C'était passionnant.